Bonsoir mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est Clinteles et vous êtes dans Idjolekpa. Idjolekpa qui veut dire en baoulé la bonne causerie. Et nous sommes là pour tenir une bonne causerie autour de la santé mentale des artistes. Aujourd'hui, je reçois comme invité quelqu'un de talentueux, quelqu'un de bien, quelqu'un qui a une très belle plume, qui a l'encre, mais l'encre des étoiles. Mesdames et messieurs, on reçoit l'encre des étoiles pour parler de la santé mentale des artistes, s'il vous plaît. Bonsoir, l'encre des étoiles. Pardon. Allons, on continue. Vas-y. Ça va? Comment tu vas, Glendeles? Ça va bien. C'est ta première fois de me voir un peu plus sérieuse, donc du coup... Effectivement. Ça va? Ouais, ça va. Tu peux respirer, prends ton temps. Non, t'inquiète pas, ça va. Respire, c'est bon, on peut? Oui. On peut. Voilà, donc je t'explique le concept. C'est Idjolekpa, c'est en baoulé. Ça veut dire la bonne causerie. Et donc, j'ai décidé de monter une émission pour parler de la santé mentale des artistes, en fait. Parce qu'on sait que les artistes sont là pour égayer le public, tout et tout. Mais qui est là pour gérer les artistes quand ça ne va pas? Donc, j'ai décidé de t'inviter parce que j'aime bien ce que tu fais. Et Merci. je trouve que tu as beaucoup de talent, tu as beaucoup de choses à donner et que tu proposes déjà beaucoup de belles choses. Donc, on va tenir une causerie peut-être pendant 30 minutes ou plus, ou voire moins. Donc, si tu penses que ça t'intéresse, on peut commencer. On peut continuer. On peut continuer. Exactement. Ok, d'accord. Donc, je vais te demander de te présenter en 3 mots. 3 mots. Ouais. Je dirais amour, partage et poésie. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est la base de toute chose. Ok. Et je suis amoureuse de l'amour. Et partage parce qu'il faut toujours partager ce qu'on reçoit. Et poésie parce que c'est tout mon être. C'est tout ton être, la poésie. Et là, actuellement, tu vis que pour la poésie, tu vis poésie, tu es poésie. Mais avant d'être la poésie, je veux savoir c'est qui l'encre des étoiles à l'état civil déjà? L'encre des étoiles à l'état civil, c'est Ngondie Kwame Marie-Linda Olivia. Ok. Voilà, elle est étudiante en sciences politiques et aussi en marketing, publicité. C'est une jeune fille rêveuse. Ok, d'accord. Sciences politiques, marketing. À quel moment tu arrives à la poésie déjà pour commencer et après le slam? Comment tu arrives au slam et à la poésie? Au départ, il faut dire que c'est pas par la poésie même que j'avais commencé. Dis-moi. L'aventure a commencé après la classe de 3e, c'est-à-dire en seconde, lorsque je décide d'aller faire la série littéraire, sachant que j'ai aucune notion de littérature, mais j'aimais, c'était comme un appel et ça m'a poussé là-bas. Et quand j'arrive là-bas, j'avais pas des attitudes de littéraire et tout ça, et je rencontre un professeur de français, déjà qui était notre professeur de français en seconde. Son nom? Moi, j'ai oublié son nom. Dr Babli, que je salue là au passage, qui va nous forcer à aller nous inscrire à la médiathèque de l'Institut français. Ok. C'est là que l'aventure va commencer. Dans quelle année? Ah, je sais plus trop. Mais c'est que j'ai eu le bac en 2018, donc on va faire moins que ça, je sais plus trop. D'accord, vas-y. Pas bonne en maths. Je suis plus bonne en maths. Donc, moi, je pars là-bas et ma rencontre va se faire avec les livres à la médiathèque. De là, je vais commencer à écrire. Et je vais commencer à faire des concours de littérature nouvelle. Voilà, j'aimais bien écrire des histoires et tout ça. Et après, il y a une de mes amies qui s'appelle Diawara, que je salue aussi au passage, qui va me faire écouter du slam. C'était quel titre? Mais c'était quel Elle m'a artiste? fait écouter, au début, c'était du Grand Corps Malade. Ok. Et après, il y a eu Malika la slameuse. Donc moi, je découvre le truc, il est vraiment intéressant. Mais à ce temps-là, je n'étais pas bonne. J'avais pas les mots. Ça, c'était un. J'avais pas la bonne audition. Je ne maniais pas les mots, parfaitement et tout ça. D'accord. Mais j'avais ce truc-là. J'ai senti à l'intérieur de moi que je voulais cette chose-là. Et après le bac, je vais rencontrer l'école des poètes où je vais entrer, je vais peaufiner ma plume, je vais travailler mes attitudes et tout ça. Et puis, je vais grandir, je serai l'encre des étoiles. Mais là, tu as déjà l'encre des étoiles, donc je suppose que tu as grandi parce que de cette époque-là jusqu'à maintenant, tu as eu beaucoup de trophées, tu as participé à beaucoup de concours, on va en parler. Mais je veux savoir ton premier test, c'est-à-dire ton premier poème, il parlait de quoi et tu l'as écrit quand? Mon premier poème, je l'écris quand? Est-ce que je ne sais pas trop, mais je pense que le premier poème qui m'a fait aimer vraiment la poésie, c'était le poème de David Diop, Ramakam. Ok. Il y a eu Ramakam, il y a eu Afrique, Ouais. mon Afrique. Il y a eu Ramakam, moi j'aime beaucoup Ramakam.
sa manière de décrire la femme africaine et tout ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et quand est-ce que j'ai écrit mon premier poème? Je ne me souviens pas. Mais je pense que quand j'ai commencé à écrire des poèmes, je les dédiais plutôt à mon père, qui n'est plus de ce monde, que je n'ai pas connu d'ailleurs. Désolé. Donc, ça fait partie de la vie. Je dédiais mes poèmes à mon père. D'accord. Mais la première œuvre parlait de quoi concrètement? Tu vois, par exemple, moi, je sais que moi, mon premier test, j'avais fait une sorte de... Je parlais de lundi. Tu vois, je disais que lundi, ça saoule tout le monde, ça fatigue. Tout ça, c'était le premier test que j'ai écrit. Je pense que j'étais en première. En première, c'était un devoir de art plastique. Et j'avais fait ça, genre lundi, ça me fatigue. Parce qu'à chaque fois, je suis fatigué. En vrai, moi, j'aimais pas l'école. Je suis désolé, mais moi, j'aimais pas aller à l'école parce que je trouvais que c'était fatigant. Tout. Donc ça, c'est le premier test que j'ai écrit, en fait. Tu vois. Je dis que moi, mon premier texte, c'était pas de la poésie. C'était plutôt un texte de nouvelles. Okay. Ça parlait de Founigué. Je pense qu'avec ça, j'ai remporté un prix aussi. Déjà, il faut dire que les prix, ça a commencé déjà depuis le lycée, lorsque j'ai commencé à écrire. D'accord. Donc, avec Founigué, j'ai remporté un prix de la DVS. Je pense que j'étais allée à Yamoussoukro et c'était là, en étant en décembre. Et imagine, tu es jeune comme ça en décembre, tu as 150 000 à cause d'écriture. Tu vois un peu ce que ça fait. D'accord. Donc, c'était un peu ça. Donc là, tu commences à écrire un truc pour te faire plaisir toi-même, tu le dédies à ton papa, tout et tout. Et tu décides de participer à des concours et tu commences à... Le premier concours, c'est mon professeur de français. Qui t'inscrit obligatoirement. Ouais. Il a voulu que je représentais l'école. Donc, il m'a dit, vas-y avec ce concours. Je pense que ça pourrait marcher et tout. Donc, j'ai écrit, je pense que je l'ai écrit en 2 jours. C'était une nouvelle de 7 à 8 pages, je pense, un truc comme ça, que je l'ai écrit en 2 jours. Et puis, l'école l'a envoyé et puis ça passait. Ça passait. Et donc, je veux que tu nous fasses une sorte de bilan de cette époque-là jusqu'à maintenant. Quels sont les trophées que tu as pu avoir ou les titres que tu as pu avoir en fait? Il y a énormément, la liste elle est longue. Ah ouais. Mais moi je ne peux pas parler en termes de trophées parce que moi je pense que les trophées ça reste juste des trophées. Mais moi je veux parler genre du parcours de l'encre des étoiles, d'où j'ai commencé à aujourd'hui. Je pense que je suis fière de la femme que je suis en train de devenir et je serai encore plus fière de la femme que je serai demain et tout ça. Et pour moi, c'est les trophées, c'est toutes ces jeunes filles que moi je rencontre, que je motive. C'est toutes ces jeunes filles que je rencontre qui ont envie d'être slameuses ou pas, qui ont juste envie de rencontrer le slam et de vraiment partager quelque chose, de se découvrir, de se rencontrer et de rêver. À quel moment tu t'es dit que c'est par le slam que le message doit passer, en fait, que tu dois faire passer ton message? À quel moment? Je pense que ça a commencé... à ma première participation déjà, c'est-à-dire après le bac, je faisais des vidéos pour mettre sur YouTube et il y a quelqu'un qui m'a vu, qui m'a dit bah, il y a le championnat de slam, tu peux participer. J'ai dit que moi je suis pas slameuse, j'ai écrit, je suis même pas poétesse parce que je peux m'appeler poétesse, voilà. D'accord. Mais il m'a dit vas-y que tu le fais très bien et je pars. Et pour ma première participation, j'arrive en finale. Je suis la seule femme d'ailleurs en finale et tout ça. Et moi, je vois le bien, ça me plaît. Mais il faut que je notifie quelque chose. C'est-à-dire que quand moi j'avais commencé à écrire les poésies et tout ça, c'était dans le but d'avoir une bourse d'études. Ah, d'accord. C'était dans le but d'avoir une bourse d'études. C'était pas dans le but d'être l'encre des étoiles que je suis aujourd'hui. C'était dans le but d'avoir une bourse d'études parce que je voulais vraiment alléger ma maman, avoir une bourse d'études, continuer mes études et puis rêver grand parce que j'ai toujours rêvé de fréquenter de grandes écoles, d'être, tu vois, la femme qui a de grands diplômes avec de grandes connaissances. Okay. C'est toujours comme ça dans cette posture-là que je me suis vue. Et je vais dire merci au slam parce que grâce au slam, moi j'ai eu une bourse d'études de 4 ans. J'ai étudié les sciences politiques durant 4 années dans une université internationale. Et cela grâce au slam. Et bientôt même je graduate, samedi prochain. Donc je pense que... Ça va. Donc tu as dit que toi tu décides d'écrire, mais tu décides de faire des poèmes pour avoir une bourse d'études pour aider ta maman, enfin pour diminuer les charges de ta maman. Exactement. Voilà. Donc quand tu participes au concours, c'est-à-dire que tu participes au concours. À la base, toi, tu n'étais pas là pour ça, en fait. On t'a dit de venir participer, tu viens participer, ou bien après, tu t'es dit, vas-y, il faut que je sais, en fait. La première fois, quand je participe, là, avec la DVS, moi, j'étais juste comme ça, c'est mon procès qui m'a dit, vas-y, tu as la graine, tu peux le faire, et tout ça. Donc, je me lance. Et je gagne 150 000. Ah, t'es jeune, tu as 150 000 en décembre, tu vois que c'est beaucoup quelque part. Mais après, j'ai pris goût à l'intérieur, parce que quand tu viens à l'école, tu vois... de là où tu viens, à où tu te positionnes, on vient, on te présente le drapeau, on dit voici cette jeune fille-là qui a remporté tel concours, qui a représenté non pas le lycée, mais aussi la graine plutôt.
Et on te présente, il y a ce truc de fierté qui te dit que tu viens de nulle part, de quelque part là-bas, et tu portes les honneurs. Franchement, ça permet de rêver. Et moi, je dis que tous les jours, quand je ne le fais pas pour moi. Je fais pour ces autres jeunes filles-là qui viennent d'où moi je suis quittée et qui ont envie de rêver, qui ont envie d'habiter les étoiles. Tu as quitté où? Je suis quittée de très loin comme tout le monde. Hein. On vient de quelque part. Hein. Mais tu peux, en fait, plus détailler, tu vois. Moi, par exemple, tout le monde sait que moi, je viens d'Abobo. Moi, je viens d'un quartier populaire, tu vois. Et j'étais le seul, enfin, moi et mon petit frère, qui partions dans des écoles privées, en fait. Ma maman se battait pour qu'on parte dans ce genre d'école-là. Parce qu'elle s'est dit, Jean-Paul, c'est le meilleur moyen de réussir, en fait, qu'est l'école. Il ne faut pas que demain, on l'accuse pour dire qu'elle n'a pas payé nos coûts, elle ne nous a pas mis dans une bonne école. Donc, nous, on avait le devoir de réussir parce qu'elle payait nos coûts dans de bonnes écoles, en fait. Et il n'y avait pas un jour, on nous avait renvoyé parce qu'on n'avait pas payé le versement du mois, en fait, tu vois. Moi, il y a mon histoire que tout le monde connaît. Mais toi, tu viens d'où? Elle fait bien déjà ta maman, je dis merci. Moi aussi, je dirais merci à mon papa qui n'est pas de ce monde parce que ses derniers mots plutôt étaient qu'on mette sa fille à l'école. Et puis, je pense qu'il n'a pas eu tort et tout ça. Donc, moi, je suis née en 24 octobre à Djamé, à la maternité Marie-Thérèse et tout ça. Et j'ai grandi avec mes grands-parents. J'ai grandi avec mes grands-parents que je pensais que c'était mes parents. Voilà. D'accord. Et après, en 2010, j'ai eu mon grand-père qui est décédé. Et la vie, le ciel nous est tombé dessus et tout ça. D'accord. Donc, on s'est retrouvés, parce que je suis venue avec mes grands-parents à Agban Village. Après, on s'est retrouvés à Bobo, derrière Rail, au fond là-bas. Derrière Rail, où ça céleste ou bien derrière derrière encore. Bocabo. Tu vois, vers où il y a le... Voilà, derrière Bocabo, vers où il y a le grand trou là. Trou, ouais, voilà. Donc là-bas, j'étais avec mes grands-parents et tout ça. Et après, mon grand-père, il est décédé en 2010. On s'était retrouvés à Jacquesville et tout ça. Et de Jacquesville, nous sommes revenus encore à Bobo. Je suis revenue avec ma mémé et tout ça. Et à vrai dire, je ne sais pas si je dois dire tout le dire, mais c'était vraiment difficile, tu vois. C'était vraiment difficile. On pouvait même passer tous des not eat. En fait, c'était vraiment difficile et tout ça. En fait, tous des not eat, ça veut dire 2 jours sans manger. Non, mais en fait, c'est vrai, c'est pas juste pour, comme on va dire, au grain. Hein, c'est pas au grain. Voilà. Non, mais on n'est pas au grain ici. Ici, voilà, c'est la bonne causerie. C'est pas au grain. C'est-à-dire que souvent, comment on appelle ça, tu eat le matin, à midi, no, le soir, no, tu vois. Et à un moment... Tu avais quel âge? J'étais en classe de CM2. Je sais pas trop. Je suis en classe de CM2, tout ça, que le ciel nous est tombé là-dessus. Et j'étais avec mes sœurs. Mais bon, mes cousines, parce que moi, je suis la seule fille de mes parents. J'étais avec mes cousines qui étaient, bon, les enfants des pères, de ma mémé, ses enfants aussi, tu vois. Et on était là, et vu que c'était vraiment difficile, moi, mes cousines, ils ont fait des trucs, tu vois, et elles sont tombées, voilà. Enceinte. Tu vois, et tout ça. Mais moi, je comprenais. Et moi franchement, ça me peinait en même temps. Et à mon temps, j'étais révoltée. D'accord. Et je voulais pas de cette vie-là. C'est pas que la vie qu'elles ont fait, c'était pas le bon choix. Mais je voulais pas cette vie-là. Je voulais pas comme ça. Je me suis dit non. Du coup, après, je reviens chez ma mère. Voilà. Parce que ma mère, il faut dire que c'était une jeune fille qu'elle m'a eu aussi. Donc je reviens chez ma mère parce que je voulais vraiment, je me suis dit, c'est pas qu'elles sont gâtées, mais il faut vraiment que quelqu'un, voilà. En fait, tu t'es dit, si tu restes près de tes cousines, à un moment, tu peux... Non, tu vois, tu es seule avec la mémé, elle est fatiguée. Ah, et tu as des jeunes filles qui ont les seins qui sont sortis, qui ont les fesses qui sont arrondies. Et puis, tu vois qu'à la maison, il n'y a pas de trucs, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de quoi. À un moment, tu veux... En fait. Exactement. Donc, pour fuir la tentation, tu viens vivre avec ta maman. Oui, je viens vivre avec ma mère, au fait. Donc, du coup, la situation se calme. Oui, ça se calme et on va continuer, tu vois. Ça se calme, on va continuer et tout ça. Et moi, je pars à l'école. Mon école, il était, quand j'étais au CM2, c'était à Tékoubé. Donc, moi, j'habitais avec ma mère à Djamé, derrière l'église évangélique à la Rénole, là. Voilà. Donc, je marchais pour y aller et tout. Mais ça, c'est rien. Moi, je pense que ça fait partie de la vie. Hein. D'accord. Ça fait partie de la vie et tout ça. Tu veux que je t'explique pour moi? Non, mais il y a beaucoup. On va pas... Moi, je t'ai dit qu'on vient de quelque part. Je comprends ce que tu dis. Raison pour laquelle moi, j'aime pas partager mon histoire parce que je dis qu'il y a plus triste. Non, c'est pas une question de... Il y a plus invivable, au fait. C'est pas une question de il y a plus triste ou il y a pas plus triste, tu vois. Chacun a sa vie, chacun... je veux dire, à son vécu, mais n'empêche que ton vécu est mieux d'être partagé parce qu'il y a des gens qui s'identifient en toi, en fait,
qui se disent que peut-être qu'il y a d'autres qui se disent elle est arrivée là comme ça, en fait, ils ne savent pas ce que tu as vécu. Donc, c'est bien de dire que, ouais, voilà comment moi j'ai vécu, voilà d'où je viens pour arriver là. J'ai eu ce genre de propositions. J'ai pas succombé à ces propositions-là. J'ai fait ça. Je suis resté sur le droit chemin, en fait. Et c'est même l'objectif de cette émission, en fait, pour montrer qu'il y a des gens qui arrivent à se réaliser, mais je vais dire, de la plus noble des manières, en fait, tu vois. Et quand tu arrives chez ta maman et tu commences à faire le slam, tu te rends compte que tu arrives à avoir de l'argent, 150 000 comme tu l'as dit, tu participes au concours. Après, tu t'en vas je sais pas, en France, c'est bien ça. Le championnat, la Coupe du Monde du slam, c'était... Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'aller en France parce qu'il y avait la Covid ou le Covid qui était là. Donc, on a dû faire la représentation en ligne. En ligne. Mais n'empêche que, genre, quand tu vois de ce début, des difficultés que tu viens d'énumérer là, jusqu'à arriver je vais dire, à ce championnat mondial et être la seule Ivoirienne à représenter le pays dans ce championnat-là, quelle était la satisfaction que tu avais en fait? Je vais dire, c'était quoi le bilan? Qu'est-ce que tu t'es dit? Moi, c'était comme je t'ai dit dès le départ, c'était l'histoire, c'était motiver la jeune fille, c'était de dire que tu pouvais. Déjà, quand le 1er novembre 2019, quand je remporte le championnat ivoirien, en tant que première femme à remporter ce championnat-là, moi, je me dis comment je monte sur la scène. Je ne me dis pas que, Linda, c'est un trophée que tu peux remporter pour toi. D'accord. Je me dis que là, tu peux écrire l'histoire. Okay. L'histoire de dire que une femme a remporté et d'autres jeunes filles peuvent remporter ce trophée. Aujourd'hui, nous avons 2 championnes. Nous avons 3 championnes. Moi, Bérénice et Noferima qui a remporté la Coupe du Monde. Ouais. Moi, c'était ça mon truc. C'était me dire que tu ne peux pas pour toi, tu ne peux pas pour écrire l'histoire. D'accord. Tu ne peux pas pour motiver d'autres jeunes filles. Moi, Okay. je l'ai fait. Et pour la Coupe du Monde, on devait aller à Paris. Et après, on nous dit que non, il y a la Covid ou le Covid. On doit faire la compétition en ligne. Et moi, on m'a demandé, est-ce que tu pourras faire la compétition? Moi, je te dis comment ça s'est passé. La compétition, je devais la faire en ligne. J'avais pas de connexion. J'avais pas de connexion, j'avais pas de truc. Il y a un ami là, c'est lui qui m'a donné de l'argent. Recharge, il y a un autre qui m'a donné sa bosse. Et ils disent recharge et tout ça, participe et tout. Et la première participation, en phase de poule, malgré cela, la connexion était mauvaise. Tu vois, je me retrouve à que chez nous, j'étais allée en vacances chez ma tante. Et là, je me retrouve chez une autre amie pour aller participer. Je prends ma connaissance, je pars là-bas. Et on bricole des trucs et tout, tu vois. Et la connexion était vraiment mauvaise. Et j'ai dit, on ne va pas passer parce qu'à un moment, on n'entendait pas, tu vois. Okay. Mais on est passé. Quand on est passé après, il y a un autre de mes professeurs qui m'a dit, bon, pour la demi-finale et la finale, tu viendras chez moi pour voir la faire parce que la connexion était hyper mauvaise. Est-ce que tu vois? Mais comment je partais, je me disais qu'on part pour l'histoire encore. Parce que il faut que tu rentres dans l'histoire, tu vois. Et là, tu es la première à représenter ton pays. Vas-y, représente ton pays bien. Ouais. Tu vois, c'est lourd parce que depuis que l'islam est arrivé en Côte d'Ivoire, c'est toi tu seras la première à représenter. Tu vois, ce truc-là qui est lourd. Mais j'ai toujours voulu être le sceau de mon pays. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, avec l'aide de l'école des poètes et tout ça, c'était easy, quoi. D'accord. Donc, on finit le championnat du monde de slam. Tu es poète. Tu écris des choses. Si tu devais définir ce parcours-là en une phrase, ce serait quoi? Wonderful. Je dis une phrase, tu me donnes un mot. Ah, ok. I'm sorry. Une phrase. Une phrase, je dirais, demain n'est pas loin. Je sais pas pourquoi, mais demain n'est pas loin. D'accord. Et est-ce que ce qui t'arrive en ce moment, enfin, de ton début jusqu'à... Je pense que tu n'as pas 10 ans de carrière. Non. Mais donc, de tes débuts jusqu'à maintenant, est-ce que tu es étonné de ça? Est-ce que ça t'a surpris ou bien tu te dis, tu t'attendais à ça en fait? Moi, je pense qu'il y a des grâces. Moi, je dirais que tout ce qui arrive dans ma vie là, ce sont des grâces. That is grace, you see. Parce que là, quand tu vois que genre, tu arrives au slam et que tu fais même pas peut-être 3 ans ou 4 ans et tu te dis que tu fais ton premier spectacle. Et le premier spectacle, tu vois, tu tires 200 tickets et tu vends plus de 200 tickets. C'est pas moi, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que tu vois? Et après, tu te retrouves à voyager. C'est-à-dire à voyager, aller au Canada, aller même à l'ONU. On appelle ça comment, la grâce? Ouais. Et je suis vraiment étonnée de la grâce de Dieu, mais je pense que, tu vois, il y a cette phrase-là qui n'est pas biblique qui dit « Aide-toi et le ciel t'aidera ». Tu vois, moi, je fais ce que je peux faire et celui en qui je crois fait le reste. D'accord. On va parler de ton premier spectacle. Et tu as dit que tu l'as fait. Tu as vendu plus de 200 tickets. Mais est-ce que l'organisation était si facile que ça, en fait? Je pense pas qu'il y a... Comment les conditions dans lesquelles tu organisais ton premier spectacle? Ah, c'était pas facile, hein. C'était pas facile. Tu peux nous expliquer? Il fallait convaincre les gens à venir au spectacle. Je veux dire que le premier spectacle, tu vois, moi, je dis que là,
j'annonce à mes aînés. Déjà, j'ai dit merci à l'école des poètes qui a été toujours là aussi. Donc, j'annonce à mes aînés que moi, je veux faire un spectacle solo, tu vois. Et je salue Katia qui était le DA du spectacle et qui sera le DA encore de notre prochain spectacle. Et là, je dis qu'on part sur un spectacle, on voit la salle et tout. Je dis OK. Et il y a 3B aussi qui était là. 3B, c'est lui qui a géré la communication, c'est lui qui a géré tout. On va dire c'est lui qui était là. Et quand j'ai dit, il m'a dit, on part pour un sold out. J'ai dit, c'est pas possible. C'est pas impossible, tu vois. On va rêver, on va aller pour un sold out, tu vois. Et là, il fallait trouver des fonds. Comment trouver des fonds et tout. Moi, j'avais pas en ce temps-là, j'avais pas d'argent de côté, de mise et tout, tu vois. Et puis, tu connais personne en vrai. Tu connais une personne en vrai qui serait prête peut-être à investir dans un spectacle sans avoir un retour, tu vois. Mais Dieu faisant les choses, en vrai, je connaissais quelqu'un qui était le maire d'Adjamé, qui m'a vraiment aidé sur ce spectacle-là. Ah ouais. Tu vois, qui a financé le spectacle et tout. Et mes amis ont prié, on est parti. Et à 2 semaines du spectacle, j'avais même pas vendu 50 tickets. D'accord. J'avais pas vendu 50 tickets. Et je suis là, je fais les comptes, j'ai dit, mais attends, j'ai même pas vendu 50 tickets. J'ai dit, non, moi, je sais qui je suis. Quand je dis je sais qui je suis, c'est pas moi, en fait. C'est en qui je crois. Okay. Tu vois. Et moi, je pars à la source, j'ai dit, mais papa, c'est comment, là? T'es pas en Dieu de la honte, tu vois. Et en moins, c'est-à-dire que je suis là à 2 jours, 3 jours. J'ai dit, mais attends, il faut que je fasse les comptes. J'ai fait les comptes, je vois qu'on a dépassé les 200 tickets qu'on avait tirés. Il y a des gens qui ont payé, qui n'ont pas eu des tickets et tout ça. J'ai dit, bon, on arrête, on fait sold out. Et c'est comme ça que ça fait sold out. Et quand là, tu as fait sold out, le spectacle s'est passé. C'était quoi le ressentiment, genre, quand tu as fini de donner ton dernier mot et la salle c'est noire, et quand tu es descendu sur scène, juste après le dernier mot, quand la salle était noire et quand on a rallumé, c'était quoi le premier mot qui te venait en tête, en fait? Quand je suis rentrée ou quand je suis... Non, quand tu étais sur scène et que tu as dit, genre, merci, c'était tout pour moi et ça fait noir. C'était quoi? C'était Dieu merci, bénis la vie des gens qui étaient là, les gens qui m'ont aidé, for my die, for the girl. C'est-à-dire pour mon papa et pour les filles. Ok, d'accord. Maintenant, là, tu es arrivé à un certain niveau, tu as fait ton premier spectacle, tu as participé au championnat mondial de slam. C'est une pression. Et comme tu le dis, tu dois écrire l'histoire pour les jeunes filles qui te suivent et toutes ces filles qui sont en train de venir. Tu es comme une pionnière. Et il y a des pressions, en fait. Donc, je me demande comment tu arrives à gérer toutes ces pressions-là, en fait. Sachant que tu dois vivre pour toi-même, vivre pour tes parents, parce que tu dois représenter ta famille dehors. Et puis, ces filles qui te regardent, en fait, en tant que pionnière, comment tu gères cette pression, en fait? Pionnière, moi, je pense que c'est fort. C'est trop fort. Après, quand on va dans la définition du mot pionnier ou pionnière, c'est une première personne qui a commencé quelque chose et les autres ont suivi. Ah non, c'est pas moi qui ai commencé. Mais c'est toi qui étais la première. La pionnière, pas moi. Non, mais en termes de championnat mondial de slam, mais quelque part, tu es pionnière, je vais accepter, mais je suis pas pionnière. Tu es modeste, quoi. Moi, je pense que c'est vraiment pas facile pour les artistes, parce que je me demande, les artistes sont toujours là pour les gens manqués et là vraiment pour eux. Et c'est vraiment pas facile au quotidien déjà d'être une femme et de se dire que tu es artiste, parce qu'il y a vraiment beaucoup de préjugés. Okay. Et de pouvoir saper sa santé mentale, sa santé physique, de pouvoir gérer tout ça. C'est difficile. C'est difficile. On va aller tout doucement. Là, tu as abordé 2 thèmes qui, moi, m'intéressent beaucoup. Tu as parlé de préjugés en tant que femme qui pratique le métier des arts. C'est quoi les préjugés qu'il y a dans le domaine en tant que femme, en fait? Et que toi, tu as reçu? Tu vois, le truc là, tu vois, direct, on te dit que, genre, on te voit parce que tu es artiste, tu es une fille facile. On pense que, genre, t'as vraiment pas de niveau. Genre, t'es venu dans le truc, dans le game parce que... Mais ça, c'est des généralités, en fait. Je veux que tu donnes... Je ramène à moi. Moi, c'est ce que moi, j'ai vécu. Je parle pas de généralité d'abord. Hein. Je parle pas de moi, tu vois. Direct, on me voit, on me dit qu'on pense que, genre, t'es une fille facile. C'est une fille qu'on peut avoir, genre, là, directement. On peut t'avoir si, parce que, genre, peut-être que tu manques d'argent et tu manques de tout, mais I'm sorry, no. Donc, ils t'ont déjà fait des propositions indécentes. Bah ouais. La plus indécente de toutes ces propositions, c'était laquelle? Je pense que c'est un peu courant, c'est tout, tu vois. Genre, on te met sur un truc, tu vois, on te met sur un truc, mais en retour, tu vois, il faut que... Tu vois le truc, non? Non, je vois rien. Comment tu vois pas? Non, mais après, après, faut être clair, tu vois. Non, mais c'est ça, en fait, tu vois, on te donne... Est-ce que tu as une anecdote par rapport à ça?
Moi, il y a un gars, il me parle pas. Hein. Il y a un gars pour ça qui me parle pas. Moi, on va pas se parler. Moi, j'accepte, mon cœur reste ouvert. Tu vois. Je sais que c'est quelqu'un qui est devant. Il est devant, il a des opportunités. Avant, il était là dans mon inbox, genre, je vais t'aider, il va te donner les topos et tout ça. Mais un jour, tu vois, moi, je mets une photo. La photo elle n'était même pas dénudée ou quoi que ce soit. C'était en jeans. Le gars, tu vois quoi à travers le jeans. Tu vois, il lui dit quelque chose, tu vois. Et moi, je dis, bon, j'accepte, mon cœur reste ouvert parce que c'est un vieux père. Il faut respecter toujours les trucs, tu vois. Et un jour, il me dit que non, tu vois, que genre, je pourrais en te donnant un temps et tout. Je lui ai dit non. Mais toi, tu es trop dans les temps. Non, mais il faut pas, tu vois, faut pas dire, tu vois. Non, mais après, il faut être clair, tu vois. Non, mais c'est parce qu'apparemment, peut-être qu'il y a des jeunes qui nous regardent. Non, mais en fait, le truc aussi, c'est une question d'éducation, en fait, tu vois. Le truc, c'était, tu donnes du sexe, on te donne du spectacle, en fait. Donc, du coup, je suppose que ce genre de personnes, ils ont beaucoup de réseaux, on est d'accord. Énormément de raisons. Donc, quand il te fait la proposition que tu refuses, qu'est-ce qui se passe après? Est-ce que tu arrives à avoir d'autres dates? Parce que généralement, ces gars, ils vont dire à telle personne, ah, elle n'est pas bien. Est-ce que toi, tu as vécu, mais tu as souffert de ça? Peut-être qu'il fait, moi, je sais pas, mais moi, moi, j'ai pas de manager. Mon manager, c'est God, hein, et c'est moi, tu vois. Donc, même si on ferme, tu vois, la Bible dit que lorsqu'on te ferme, tu vois, il ouvre des cieux. So, moi, je suis tranquille, hein. Et puis, c'est pas que comme si, genre, j'étais que les gens limités au slam. Okay. J'ai une formation de base, ça, tu vois. Du coup, moi, je dis que moi, je suis venue au slam parce que Dieu en a voulu. Dans ma vie, là, ceux qui m'ont connue, ils savent que du genre, Linda, c'est même pas quelqu'un qui s'arrêtait là pour parler avec toi. Parce que niveau français, c'est 0. Niveau articulation, c'est 0. Et là, tu fais beaucoup d'efforts, ça se voit. Jusqu'à tu parles en anglais, tout ça. I'm so sorry, guy. Okay. Tu vois, c'est 0. Mais moi, je dis que Dieu m'a conduit là parce qu'il avait un témoignage à faire avec moi. Okay. Moi, je suis la ligne de Dieu, tu vois. Même s'il ferme une porte, Dieu, il ouvre les cieux. Donc, c'est énorme. D'accord. Donc là, on a parlé de propositions indécentes, tu en as eu beaucoup. Maintenant, on va parler de ta santé mentale, en fait. Est-ce que la pression t'a une fois fait craquer? Oui. À quel moment? Oui. C'était par rapport à quoi? C'était quoi le climat autour, en fait? C'était comment les conditions? C'était désagréable, c'était sombre, c'était profond. Allons tout doucement. Comment ça commence? Mais c'est ça que je te dis, c'était aussi... Non, mais tu vas sombre. Tu vois, le truc, tu es toujours souriant, on te voit limite en quelqu'un, tu vois, tout le monde veut être. Tout le monde dit, ah, on en sait, là, elle n'a pas de problème. Sa vie est clean, sa vie est temps. Et toi, quand le soir, tu arrives, tu es là sur ton lit et tu fais ton bilan. Tu te dis... Bon, pour ceux qui ont la natte comme moi, quand tu es sur ta natte... Quand tu es sur la natte comme moi aussi, tu vois. Quand tu arrives sur ta natte et puis tu es là, tu fermes les yeux le soir et tu es là, tu fais le bilan de ta vie. Tu te dis, est-ce que tu es réellement au profond là, est-ce que tu es réellement heureuse? Est-ce que ce que tu es en train de faire là, si bien, tu vois? Parce que moi, comme ça, j'ai 2 diplômes, tu vois? Et moi, c'est être artiste qui m'intéresse. Mais tu vois que souvent, toi-même, tu te dis, est-ce que genre, ça va dans ta tête? Mais après, quand tu as 2 diplômes et que tu as donné le parcours d'où tu viens, les réalités de ta famille, est-ce qu'il n'y a pas cette pression de tes parents qui te disent que, mais tu fais quoi avec cette histoire d'être artiste là? Tu as les 2 diplômes, essaie de monnayer tes diplômes pour avoir une sorte de sécurité financière. Et puis tu vas travailler, tu vas t'occuper de nous en fait. Tu n'as jamais reçu ce genre de phrase-là? Moi, ma maman ne me met pas la pression pour me dire que genre, voilà, vas-y maintenant, travaille, tout. Elle accepte ce que je fais, tu vois. Moi, mon deal avec elle, c'était que tu partes à l'école. D'abord, c'était que genre, tu ailles à l'école, tu fais bien ton école, tu ne cherches pas de garçon et tout ça, tu vois. Donc, je pense que là, moi, avec notre deal, là, il est terminé, tu vois. Mais moi, à côté, je me dis que je dois, comment on appelle ça, je dois aider ma famille, je dois aider ma maman et tout ça. Mais sinon, après, il n'y a pas de pression sociale. En tout cas, niveau de ma maman, il n'y a pas de pression sociale. Mais elle m'a pas dit que, genre, tu as tes diplômes, va travailler, tout. Okay. Elle voit que je suis une fille respectable. Elle voit que ce que je fais là, il n'y a pas de, comment on va dire ça? Saleté, il n'y a vraiment pas de... Voilà, il n'y a pas son nom qui est gâté, il n'y a pas sa fille là, on va dire qu'on t'a vu là. Donc, non. Donc, je pense qu'il n'y a pas de pression, mais c'est moi-même à mon niveau, tu vois. Parce que quand tu es l'aîné, parce que je suis l'aîné en même temps la dernière. Okay. Donc, quand tu es l'aîné, tu te dis que souvent, toi-même, tu te mets la pression pour dire, ah, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Et tu vois, c'est moi-même qui me mets la pression souvent. Et à un moment, c'était vraiment difficile parce que je me suis posé la question, est-ce que c'était réellement ça, tu vois? Quand tu vois les gens avec qui tu es allé à l'école, qui travaillent, qui ont un salaire normal à la fin du mois, et que toi... tu dois peut-être des prestations
pour pouvoir avoir de l'argent et que c'est pas tout le temps que du genre, tu as des prestations. Constant. Exactement. Okay. Est-ce que tu vois? Tu te poses une interrogation en même temps. Est-ce que tu continues ou est-ce que tu laisses? Est-ce que tu vois? Et c'était vraiment dans ce truc-là que ça avait commencé, tu vois. Et à ce truc aussi, tu te dis, bon, vu que tu es artiste, il y a des choses avec d'autres personnes qui arrivent, comme tu l'avais posé au début. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu ne dois pas succomber? Est-ce que si tu le fais une fois, tu vas en gagner, tu vas en profiter? Mais si tu fais une fois, forcément, ça va appeler 2 fois. Tu fais 2 fois, ça va appeler 3 fois. Un appelle flocon 2. Exactement, tu vois. Donc, dans ce truc-là, je me suis retrouvée à déprimer. Je me suis retrouvée à déprimer parce que j'arrivais pas. Et puis, c'était dans une période où j'avais même pas de gombo. Tu vois, j'avais pas de gombo. Et j'avais puisé dans mes économies, les économies que j'avais gardées pour faire un master en politique. Okay. Tu vois, et j'avais puisé dedans. Et quand je pars, la dernière fois, quand je pars à la banque voir mon gestionnaire, je lui dis, je suis venu retirer de l'argent parce qu'il n'y avait pas ma carte. Et il me dit, tu avais dit que c'était pour les études et tout ça, tu vois. Et je regarde mon solde, j'ai dit, c'est terrible, tu vois. Et ça m'a cassé. Je me suis dit, mais tu es en train de foutre toi la merde pour le slam que tu dépenses énormément. Parce que ça te donne pas ce que tu attends. En fait. Oui, pour le moment, ça ne te donne pas. Parce que je suis mon seul sponsor en ce moment. Si j'ai besoin de faire sortir un truc, c'est dans mon truc que je puise. Je veux faire telle chose, c'est dans mon truc que je puise. Est-ce que tu vois? Donc, tu te dis que non, que tout ce que tu gagnes, tu investis et il n'y a pas de retour là. Il n'y a pas de retour là. Tu vois que c'est difficile. Et tu te dis, est-ce que tu acceptes cette proposition? Est-ce que tu acceptes ci? Tu acceptes ci? Et je me suis retrouvée dans le noir. Mais Dieu merci. J'ai un ami qui est psychologue. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Il s'appelle comment? Peut-être que d'autres personnes peuvent aller le voir. Peut-être que moi, par exemple, je vais aller. Il s'appelle Nassis Kofi sur Facebook. Donc, il m'a vraiment beaucoup aidé. On a vraiment parlé. Il m'a vraiment beaucoup aidé sur ce point-là, à pouvoir dissocier les choses, aller pas à pas, à ne pas confondre ou mélanger des choses, et aller à mon rythme, à penser aussi à moi-même avant de vouloir penser au monde. D'accord. Là, il t'a demandé de te reconcentrer sur toi-même, en fait, de te focaliser sur toi. Et ça t'a beaucoup aidé. Et je sais que tu as essayé de remonter la pente en essayant de faire sortir un livre. On est d'accord? Donc, le livre, est-ce qu'il est sorti normalement? C'est-à-dire que tu as écrit ton livre, tu es parti voir une maison d'édition, on a validé, tout et tout. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que là, je sais que c'est Chère Poésie le titre de l'œuvre. Chère Poésie. Et comment Chère Poésie vient au monde, en fait? Il faut dire que quand je rencontre le livre, comme je t'ai dit là en classe, moi, mon rêve, j'étais ado, donc mon rêve d'ado, c'était d'être écrivaine aussi. Tu vois? C'était d'être écrivaine. Je voulais être immortelle. Okay. Comme Senghor, ouais. Comme Dadier. Voilà. Parce que je me dis que quand on écrit, quand on est écrivain, on est immortel. Ouais. Et moi, j'ai envie d'être immortel. Et j'avais commencé à écrire des nouvelles que je devais faire sortir avec l'auteur qui a écrit On se chamaille pour un siège. Yacinthe Kakou. Exactement. Il est décédé. Exactement, père à son papa, tu vois. Il était directeur régional de la culture à Daloa. Donc, avec lui, on commençait à travailler sur un projet des nouvelles. Des nouvelles. Oui, il aime bien ça. Exactement. Il maîtrise beaucoup. Donc, on travaille. Culture, il faisait ça avec ses groupes. Donc, quand je finissais l'école, je quittais, j'allais. En ce moment, je pense qu'il était à Azur. J'allais chez lui là-bas pour qu'on puisse travailler dessus. Mais après, il est décédé. Et puis aussi, il y avait eu la période de pluie, inondation. Donc, j'avais pas de clé en ce moment d'ordinateur, moi. Donc, mes écrits sont partis, tu vois. Et il y a 2 ans de cela, je me dis, il faut que je fasse sortir quelque chose. Okay. Je fasse sortir quelque chose. Et cette chose-là, c'est quoi? C'est de la poésie, un recueil de poèmes. Et quand j'en parle aux gens autour de moi, je dis que je vais faire sortir un recueil de poèmes. On me dit que tu es dans les choses de vieux, là. Parce que les gens, ils prennent la poésie comme les choses de vieux. Ouais, c'est pas draguer ma chérie avec. C'est pas des choses qui sont à la mode et tout ça. Moi, je me dis que moi, j'ai pour objectif de pouvoir faire aimer la poésie aux gens. Voilà, de faire aimer la poésie aux gens, d'aller leur dire que la poésie, c'est pas comme ça, parce qu'ils ont toujours trouvé difficile. Et je me souviens encore quand on était au lycée, la poésie, lorsqu'il y avait des commentaires composés, et c'était une nouvelle poésie, les gens n'aimaient pas. Ouais. Donc, moi, je n'aimais pas aussi. Ça, à un moment, je pense que j'ai commencé à comprendre un peu les figures de style, tout ce que ça voulait dire. Mais au départ, moi, je préfère
les tests, les extraits de romans, tout, parce que je trouvais que c'était assez littéral, on comprenait en fait. Mais je pense que la poésie a beaucoup d'images et je pense que c'est la représentation de la vie. Donc moi, j'étais tellement heureuse de rencontrer la poésie, on commentait composer. Donc je dis, je vais écrire Chère Poésie. Donc quand je finis d'écrire Chère Poésie, j'envoie le livre à quelqu'un. Je lui dis, moi je veux vraiment que vous me fassiez la préface et vous regardez s'il y a des fautes et tout ça. Ça dure. Encore et tout ça, tu vois, et tout. J'avais perdu encore. J'ai dit, Seigneur, c'est quoi ça? Ça a sombré encore. Non, j'ai pas sombré cette fois-ci, j'étais un peu déçue, tu vois. Mais après, je me suis dit, Joe, laisse Dieu faire, comme on appelle ça, ce qu'il doit faire, comme il est dit dans Ecclésiaste 3, verset 1, tu vois. Chaque chose a son temps, sous les cieux. Donc, il dit, laisse Dieu va faire ce qu'il va faire, tu vois. Et avec le monsieur, ça n'a pas pu passer pour la préface. Donc, j'ai dit que, ok, je suis dans cette bulle de positivité. Je dis que j'accepte et mon cœur reste ouvert. Donc, moi-même, je reprends. J'écris, j'essaie d'enlever des textes que je pense qui ne sont pas bien à l'intérieur. J'envoie à mon président Néoulou, que je dis merci ici. Il va regarder. J'envoie à quelques potes qui vont regarder aussi et tout ça, tu vois. Et à la fin de cela, j'envoie à la maison d'édition qui dit que, OK, il n'y a pas de souci. Pourtant, j'avais payé l'édition du livre que je n'avais pas encore écrit il y a 2 ans de cela. Donc, c'est une nouvelle maison d'édition, mais c'est la même maison d'édition. La personne avec qui j'ai payé il y a 2 ans était dans une maison d'édition. Et a quitté la maison d'édition pour faire sa maison d'édition. Et c'est lui qui a édité? Oui, c'est un Graal. Okay. Donc, quand je suis partie, on a fait sortir le livre et tout ça. Et pour moi, c'était encore un rêve. J'ai dit, OK, il est sorti. On est sur la route entre griffes de l'immortalité. Et on continue à rêver. D'accord. Bon, là, on a essayé de faire un peu le tout. Mais je veux vraiment te demander, en fait, parce que dans tes moments où tu étais vraiment dans le noir, toi, tu as la chance d'avoir un pote qui est psychologue qui t'a vraiment aidé. Mais quelles sont les résolutions qu'il t'a demandé, mais qui t'a apporté, en fait? Quelles sont les propositions, bien je vais dire les résolutions, en fait? Qu'est-ce qu'il t'a dit de faire? Qu'est-ce qu'il t'a conseillé? Comment tu as fait pour remonter la pente? Parce que là, je sais que tu remontes sur scène, en fait. Comment tu as fait pour remonter la pente, en fait? Bon, quand on a commencé d'abord, il y a eu la période d'écoute. Donc, il m'écoutait, je parlais, je disais tout ce que j'avais à dire. Depuis, il a vu que la blessure était énormément profonde. C'était pas totalement que le slam, tu vois. Il y avait aussi, genre, les blessures d'enfance et tout ça en rapport avec... tu vois, pour les jeunes filles, le papa, c'est un peu le truc des jeunes filles qu'on n'a pas connu. Donc, il m'écoutait, il a vu que la plaie était vraiment truc. Après, il m'a donné des conseils. Il m'a donné des conseils. Il m'a dit, par exemple, si je pensais... Il m'a dit de lâcher prise en premier. Il m'a dit de lâcher prise. Que si je pensais que tout ce qui m'encombrait, il fallait que je lâche prise. Il m'a dit de ne pas trop penser, tu vois. De ne pas être trop dans les pensées et tout ça. Il m'a aussi dit, il fallait que je pense à moi. Il m'a donné des exercices à me reconcentrer sur moi d'abord. Tu vois. Que la priorité, c'était toi. Voilà. Il m'a dit que si moi, j'étais heureuse, les autres allaient être aussi, parce que mon bonheur aussi allait détendre sur les autres. Il ne fallait pas que je pensais aussi à sauver le monde, que je ne pouvais pas sauver le monde. Okay. Voilà, que j'étais la première personne du bateau qu'on devait sauver. Donc, j'ai commencé à travailler sur moi, à avoir des hobbies, à répondre des hobbies, tu vois. Comme quoi, par exemple? Comme peut-être aller à la plage, sortir seul, manger seul, les trucs comme ça. S'auto-d'été. Exactement. Okay. Tu vois, ce sont les trucs qui m'ont permis, tu vois, à me retrouver. Et vu que j'ai écrit, il m'a dit d'écrire ce que je pense être un peu difficile pour moi, de brûler ou de déchirer, ça permet de passer à autre chose, de prendre du temps pour moi, de souffler. Lorsque quelque chose est difficile, il fallait que je me retire et tout ça. D'accord. Donc là, on a vraiment terminé. Est-ce que tu penses que il y a des questions qu'on ne t'a pas posées, en fait, que je ne t'ai pas posées? Je pense que tu as posé tout pour le moment. Je ne sais pas quelle question je vais dire encore. Donc, il n'y a pas une question à laquelle tu voulais répondre? À quelle répondre? À me demander c'est quand mon prochain spectacle. Ok. Bon, il y a un moment pour la promo, en fait. Donc, ok. Donc là, c'est le moment. Vas-y, donne-nous ton actualité, où on peut te trouver, où on peut avoir Chère Poésie. C'est le moment, quoi. Tu regardes la caméra, tu fais ton one-man show. Et ton one-woman show. Excuse-moi. Ok, je suis
L'étoile conçue dans l'âme du lac en larmes de mes mères. Dans la mer du sang de mes pères, moi je suis. De celles qui ont écrit en gras le titre de leurs rêves sur le visage du soleil. De ces femmes qui ont pour père le courage, pour mère l'audace. Moi je suis de celles qui rêvent, même pas dans le sommeil, car une fois les paupières fermées, le monde n'existe plus. Engendré de la rudesse de la terre du côté gauche du baobab endormi dans la forêt. Et dont les poissons ont pleuré longtemps et longtemps dans la mer silencieuse. Moi je suis l'encre des étoiles. Femme fécondée de la flamme qui n'a pas connu de flemme avant de brûler. Vous me retrouvez sur Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, partout sur les réseaux avec l'encre des étoiles. Et on se retrouve le 28 septembre à 19h30 du côté de l'Institut français pour notre deuxième spectacle, bien évidemment. Et puis très bientôt aussi, il y a un titre qui sort, Poétas. Je pense que vous allez aimer. On retrouve Cher Poésie. Cher Poésie, vous pouvez commander via WhatsApp au 05 65 72 86 55. Ou juste me laisser un message sur mes réseaux. Moi, je réponds tous les jours. Donc, du coup, là, c'est bon. Tu as fini ta promo. Ouais. J'ai une dernière question. Enfin, c'est une doléance. Je sais pas, c'est une demande. Ok. Là, il y a des artistes qui, peut-être, qui souffrent. Qui sont peut-être dans le moment ou bien dans la période dans laquelle tu étais. Et toi, tu as pu monter la pente. Tu as pu remonter la pente. Je veux que tu leur donnes un message, en fait. Tu regardes la caméra et tu parles aux artistes qui souffrent en ce moment. Qui savent même pas, ils sont peut-être dans le déni, ils savent même pas qu'ils sont dans une dépression. Ils savent pas que ça va pas bien mentalement, en fait, qu'ils forcent. Est-ce que tu as un message pour eux? Moi, je pense que si vous sentez que vous êtes rempli, n'ayez pas peur d'aller voir des psychologues. N'ayez pas peur d'en parler auprès de vous. Les psychologues, là, ils ont étudié pour ça. Ils sont là pour ça. Et la dépression, c'est pas une maladie de blanc. La dépression, ça touche tout le monde. Ça touche tout le monde. Il faut en parler pour qu'on puisse vous aider à sortir de cela. Ne restez pas dans votre coin à déprimer et un matin, on vient mettre RIP. Non, on a vraiment besoin de vous. Les autres ont besoin de ça. Il y a des gens qui sont là, qui vont vous écouter. Et les psychologues, ils vont pas en parler à quelqu'un, c'est leur travail. Si vous pensez que allez vous confier à quelqu'un, la personne va retourner cela contre vous. Vous avez juste à aller consulter des psychologues et ça vous fera énormément de bien. En parler autour de vous lorsque vous n'allez pas bien. Merci Langue des Étoiles. Merci Clinteles pour l'invitation. On a terminé l'émission. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Idjolekpa pour le numéro 2. Et retrouvez-nous sur YouTube, c'est là-bas que tout se passe. C'est ici que tout se passe. Mais avant de terminer, on va remercier D6. D6, il y a photographie, il y a vidéographie, il y a photo d'identité graphie. C'est-à-dire que tout ce qui est photo, tout ce qui est dans les médias. Non, ils font tout ce qui est dans les médias. Tu veux faire des directs, tu veux faire des vidéos, contactez-les. Le numéro va sortir soit en haut ou bien en bas, mais le numéro va sortir. Vous le contactez, ils vont faire des vidéos, des belles vidéos. La preuve, c'est eux qui réalisent cette émission-là. Merci d'avoir suivi l'émission. Et Langue des Étoiles pour terminer. Qui aimerais-tu que j'interviewe, avec qui je cause, quoi? Quel artiste tu vois ici, à ta place? S'il disait Burna Boy, c'est possible? Non. Suspect alors? Suspect? Ouais. Ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il avait travaillé sur le truc de la dépression. Il pense que ça ferait Il avait travaillé. Il a vécu ça, mais il a travaillé. Bon, je veux dire que comme un paysage artistique. Ah ouais, quand même. Ouais. Quand même. Donc je pense que lui, il pense que ça serait bien. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Merci d'avoir suivi l'émission. Au revoir et puis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Idjolekpa. C'était Clinteles et l'encre des étoiles. Goodbye.